un chat empoisonné par une bande de jeunes des rues et secouru par un gendarme au cœur brisé. Survivant miraculeusement, le félin développe des capacités extraordinaires qui transforment la communauté. Une histoire de seconde chance où le rejeté devient héros, prouvant que même dans les circonstances les plus sombres, l'amour peut fleurir. Préparez-vous pour un voyage émouvant de rédemption. Dans une petite ville de Provence, Beauregard, où des maisons aux façades colorées d'architecture simple s'alignent le long de ruelles aux pavés inégaux, le soleil écrase impitoyablement l'asphalte les après-midi d'été. Ici, l'odeur du café frais se mêle à l'arôme du pain chaud des boulangeries qui ouvrent avant l'aube. Mais cette apparente tranquillité cache des histoires de vies entrelacées par les hasards du destin. La chaleur émanant du béton contraste avec la froideur de certaines relations humaines, comme si la température élevée ne parvenait pas à faire fondre les barrières invisibles entre les habitants. Dans une ruelle étroite près de la place centrale, où l'ombre des bâtiments crée un refuge temporaire contre la chaleur accablante, un petit félin au pelage noir de jais fouille les restes de nourriture. Ses yeux ambrés, vigilants et méfiants, reflètent la lumière du crépuscule, tandis que ses pattes agiles explorent le territoire en quête de survie. Ce chat des rues, maigre mais résilient, faisait partie du paysage urbain, invisible pour la plupart des passants pressés qui croisaient son chemin quotidiennement. Cet après-midi particulièrement étouffant, alors que l'air semblait trop dense pour respirer et que le silence n'était rompu que par le bourdonnement lointain des ventilateurs fonctionnant à plein régime, le destin du félin commença à changer. Un groupe de 4 jeunes, âgés de 15 à 17 ans, cheveux décolorés et vêtements larges qui trahissaient leur appartenance à la marge, s'approcha de la ruelle. Leurs rires stridents et leurs regards agités révélaient la recherche de quelque chose pour briser l'ennui d'une autre journée vide de sens. « Regardez là, le chat noir. On dit qu'il porte malheur », commenta le plus grand d'entre eux, crachant par terre en désignant l'animal. « Seulement pour lui alors », répondit un autre, sortant de sa poche un petit flacon de liquide trouble. « J'ai trouvé ça au labo du lycée hier. Le prof a dit que c'était super toxique. » Les regards se croisèrent dans une communication silencieuse qui scella le destin de l'animal. Avec des mouvements calculés, ils mélangèrent le contenu du flacon à un morceau de viande trouvé dans une poubelle voisine et le placèrent stratégiquement sur le chemin du chat. La faim, conseillère traîtresse des infortunés, ne permit pas au félin de se méfier de l'offre inattendue. En quelques minutes, le poison commença à agir. Les spasmes violents qui s'emparèrent du petit corps de l'animal provoquèrent des rires parmi les jeunes qui observèrent la scène comme les spectateurs d'un spectacle macabre. Le chat noir, se tordant d'agonie sur le sol sale de la ruelle, émettait des miaulements douloureux qui résonnaient contre les murs de briques apparentes. Satisfaits de leur blague, les garçons s'éloignèrent en discutant de la prochaine, cible de leur cruauté gratuite, laissant derrière eux un être vivant luttant contre la mort. À ce moment précis, de l'autre côté de la place, le sergent Alain Dubois effectuait sa patrouille de routine. À 48 ans, Alain portait sur son visage des marques profondes que le temps et les expériences avaient resculptées. Son uniforme impeccablement repassé et sa posture droite reflétaient son dévouement inébranlable à l'ordre, mais cachait un homme dont le cœur avait été endurci par des décennies de déception. Orphelin depuis l'âge de 5 ans, il avait grandi dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance, ASE, où il avait appris tôt que montrer ses émotions était un signe de faiblesse. Son choix pour la carrière dans la gendarmerie semblait naturel pour quelqu'un qui cherchait dans le strict respect des règles une façon de contrôler un monde qui lui avait toujours paru chaotique et injuste. Le son angoissé provenant de la ruelle attira son attention. Alain n'était pas particulièrement sensible aux animaux. En fait, il n'avait jamais eu d'animal de compagnie de toute sa vie d'adulte. Mais quelque chose dans ce miaulement désespéré perça ses défenses. Peut-être était-ce le lointain souvenir d'un chat qu'une de ses familles d'accueil temporaires avait eu. Peut-être était-ce simplement son sens du devoir. Quelle que soit la raison, ses pas fermes le conduisirent sur les lieux. La scène qu'il découvrit provoqua une réaction viscérale qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le chat, convulsant tandis qu'une écume blanche se formait autour de sa gueule, luttait pour chaque respiration. Pendant un instant fugace, Alain se vit dans cet animal sans défense, luttant seul,
contre des forces plus grandes que lui, sans personne pour témoigner de sa douleur. « Saloperie !» s'exclama-t-il entre ses dents, s'agenouillant rapidement. Sans réfléchir à 2 fois, il retira sa veste d'uniforme et enveloppa soigneusement l'animal tremblant. Le contact avec la créature souffrante provoqua une connexion instantanée et inexplicable. Comme si l'abandon qu'ils connaissaient tous deux créait un langage silencieux entre eux. Avec le chat fermement maintenu contre sa poitrine, Alain courut vers sa voiture de patrouille garée près de la place. La radio crépita lorsqu'il communiqua à la centrale qu'il devait s'absenter pour une urgence. Ignorant les questions de son supérieur sur la nature de la situation, il éteignit l'appareil et accéléra en direction de la clinique vétérinaire de garde située à la sortie de la ville. Les 15 minutes de trajet parurent une éternité. Le chat, de plus en plus affaibli, avait cessé de se débattre, mais ses yeux mi-clos maintenaient encore une étincelle de vie. Alain murmurait des mots d'encouragement qu'il n'aurait jamais pensé dire à un être vivant. « Tiens bon, mon gaillard, ce n'est pas comme ça que tu vas finir. Pas pendant ma garde. » Quand il se gara enfin devant la clinique, la respiration de l'animal était presque imperceptible. Il franchit la porte en trombe, effrayant la réceptionniste et les quelques propriétaires qui attendaient avec leurs animaux. « J'ai besoin d'aide immédiatement. Le chat a été empoisonné. » Sa voix, normalement contrôlée et professionnelle, portait une urgence rarement manifestée. La docteure Élise Moreau, vétérinaire de garde cette nuit-là, réagit instantanément en voyant l'état critique de l'animal. Avec des mouvements précis, elle prit le petit patient des mains du gendarme et l'emmena dans la salle d'urgence, criant des instructions à son équipe en chemin. Alain, soudain privé de la créature qui luttait dans ses bras quelques minutes plus tôt, se sentit étrangement déplacé. « Monsieur, j'ai besoin que vous m'informiez exactement de ce qui s'est passé », demanda la réceptionniste, s'approchant avec un formulaire. « Êtes-vous le propriétaire de l'animal ?» La question le prit au dépourvu. Propriétaire. Il pouvait à peine expliquer pourquoi il était là, pourquoi il avait interrompu sa patrouille pour sauver un simple chat des rues. Non, je l'ai trouvé comme ça. Je pense qu'il a été empoisonné délibérément. Pendant les 3 heures suivantes, Alain resta dans la salle d'attente, incapable de retourner à sa ronde comme si de rien n'était. Il appela la centrale, inventa une histoire d'enquête sur une dénonciation anonyme et continua d'attendre. Les autres clients de la clinique allaient et venaient, jetant des regards curieux aux gendarmes en uniforme, dont le visage tendu trahissait une profonde préoccupation. Quand la docteure Moreau apparut enfin, son expression était grave, mais pas désespérée. « Nous avons réussi à le stabiliser, mais la situation est encore critique. Les prochaines 72 heures seront décisives. D'après les symptômes, nous suspectons un mélange toxique contenant de l'antigel, quelque chose malheureusement courant dans les cas d'empoisonnement intentionnel. Va-t-il se rétablir complètement ?» demanda Alain, surpris par sa propre anxiété pour la réponse. Le regard de la vétérinaire s'adoucit. Il est impossible de le prévoir avec certitude. Le poison a affecté son système neurologique. Même s'il survit, il aura probablement des séquelles permanentes, notamment liées à la coordination motrice et à l'équilibre. Alain acquiesça, absorbant l'information avec la même stoïcité qu'il manifestait en recevant des nouvelles sur des cas difficiles dans son travail. Il paya la compte initiale pour le traitement, laissa son numéro de téléphone personnel pour contact et retourna à contre-cœur au travail. Pendant les 3 jours suivants, une étrange routine s'installa. Alain effectuait son service avec l'efficacité habituelle. Mais pendant ses pauses et après le travail, il se rendait à la clinique vétérinaire. Il s'asseyait à côté de la cage de récupération où le petit félin, maintenant connecté à des tubes et des moniteurs, luttait silencieusement pour sa vie. Il parlait peu, observait simplement, comme si sa présence pouvait d'une manière ou d'une autre transmettre de la force à l'animal affaibli. Ses collègues de la gendarmerie remarquèrent le changement subtil dans son comportement. Dans une profession où la dureté était souvent confondue avec la compétence, l'apparente faiblesse d'Alain pour un simple chat des rues devint un sujet de commentaires au vestiaire. « Je eus bois ramolli. Je n'aurais jamais cru voir le jour où notre sergent de fer pleurerait pour un chat », commenta l'un des nouveaux tout en nettoyant son arme. « Il a dépassé l'âge de la retraite. Quand on devient trop vieux, on commence à ressentir le besoin de compagnie », répondit un autre, provoquant des rires généralisés.
Alain entendait tout en silence, son expression impénétrable masquant le tumulte intérieur qu'il ne comprenait pas complètement lui-même. Pourquoi se souciait-il autant de ce chat? Peut-être parce que, comme lui, l'animal était seul au monde, luttant contre des injustices qu'il n'avait pas demandé à affronter. Le 4e jour, lorsque la docteure Moreau déclara que le chat était hors de danger, Alain prit une décision qui le surprit lui-même. Il signerait les papiers d'adoption. La vétérinaire tenta de le mettre en garde contre les défis auxquels il serait confronté. Il aura besoin de médicaments réguliers et de soins spéciaux. Les dommages neurologiques ont entraîné une démarche instable, presque comme s'il était constamment ivre. Il existe des foyers spécialisés pour les animaux ayant des besoins particuliers qui pourraient... « Je le prends », interrompit Alain, sa voix n'admettant aucune contestation. « J'ai assez de place. » Cette nuit-là, en emmenant le chat dans son appartement au 3e étage d'un immeuble ancien près du centre, Alain affronta la réalité de sa décision. L'endroit, reflet parfait de sa personnalité, était organisé avec une précision militaire. Aucun objet hors de sa place, aucune couleur vibrante qui pourrait suggérer une vie au-delà de la simple existence. Les murs blancs n'affichaient que ses diplômes de gendarmerie et quelques trophées de compétition de tir. Sur l'étagère, des manuels techniques et quelques romans policiers s'alignaient par ordre alphabétique. C'était le foyer d'un homme qui vivait pour l'ordre et la discipline. Posant délicatement le chat sur le sol, il observa l'animal chanceler de manière désordonnée, explorant le nouvel environnement avec prudence. Ses mouvements irréguliers rappelaient ceux d'un ivrogne tentant de garder l'équilibre. Mais il y avait une détermination émouvante dans chaque pas hésitant. « Il faut que je te donne un nom », murmura Alain, tandis qu'il préparait un récipient d'eau et un autre, avec les croquettes spéciales recommandées par la vétérinaire. Il pensa à sa dernière demande de promotion refusée, à l'ironie d'avoir suivi toutes les règles pendant toute sa carrière pour être finalement écarté au profit d'autres, ayant de meilleures relations politiques. « Je vais t'appeler sergent. On dirait que nous sommes tous les deux bloqués à ce grade. » Les premiers jours de cohabitation furent un choc pour les deux. Alain, habitué à la solitude et au silence, devait maintenant adapter ses horaires rigides aux besoins de l'animal. Sergent, de son côté, se montrait têtu et méfiant. Peut-être un reflet des mauvais traitements subis dans la rue. Les séances de médication se transformaient en véritables batailles, le chat se cachant dans les coins les plus inaccessibles de l'appartement dès qu'il percevait l'approche de son tuteur avec les médicaments. Un matin particulièrement difficile. Après avoir passé près d'1 heure à essayer d'administrer l'anticonvulsivant prescrit, Alain entendit frapper à la porte. Irrité par l'interruption, il l'ouvrit brusquement pour trouver Monsieur Bernard, un homme de 70 et quelques années qui habitait l'appartement voisin. Ancien professeur de chimie à la retraite, il était connu dans l'immeuble autant pour son érudition que pour ses excentricités. « Bonjour, sergent Dubois, pardonnez l'intrusion. Mais j'ai entendu l'agitation et j'ai pensé que vous pourriez avoir besoin d'aide. Un chat empoisonné par une bande de jeunes des rues est secouru par un gendarme au cœur brisé. Survivant miraculeusement, le félin développe des capacités extraordinaires qui transforment la communauté. Une histoire de seconde chance où le rejeté devient héros, prouvant que même dans les circonstances les plus sombres, l'amour peut fleurir. Préparez-vous pour un voyage émouvant de rédemption. Dans une petite ville de Provence, Beauregard, où des maisons aux façades colorées d'architecture simple s'alignent le long de ruelles aux pavés inégaux, le soleil écrase impitoyablement l'asphalte les après-midi d'été. Ici, l'odeur du café frais se mêle à l'arôme du pain chaud des boulangeries qui ouvrent avant l'aube. Mais cette apparente tranquillité cache des histoires de vies entrelacées par les hasards du destin. La chaleur émanant du béton contraste avec la froideur de certaines relations humaines, comme si la température élevée ne parvenait pas à faire fondre les barrières invisibles entre les habitants. Dans une ruelle étroite près de la place centrale, où l'ombre des bâtiments crée un refuge temporaire contre la chaleur accablante, un petit félin au pelage noir de jais fouille les restes de nourriture. Ses yeux ambrés, vigilants et méfiants, reflètent la lumière du crépuscule, tandis que ses pattes agiles explorent le territoire en quête de survie. Ce chat des rues, maigre mais résilient, faisait partie du paysage urbain.
invisible pour la plupart des passants pressés qui croisaient son chemin quotidiennement. Cet après-midi particulièrement étouffant, alors que l'air semblait trop dense pour respirer et que le silence n'était rompu que par le bourdonnement lointain des ventilateurs fonctionnant à plein régime, le destin du félin commença à changer. Un groupe de 4 jeunes, âgés de 15 à 17 ans, cheveux décolorés et vêtements larges qui trahissaient leur appartenance à la marge, s'approcha de la ruelle. Leurs rires stridents et leurs regards agités révélaient la recherche de quelque chose pour briser l'ennui d'une autre journée vide de sens. « Regardez là, le chat noir. On dit qu'il porte malheur », commenta le plus grand d'entre eux, crachant par terre en désignant l'animal. « Seulement pour lui, alors », répondit un autre, sortant de sa poche un petit flacon de liquide trouble. « J'ai trouvé ça au labo du lycée hier. Le prof a dit que c'était super toxique. » Les regards se croisèrent dans une communication silencieuse qui scella le destin de l'animal. Avec des mouvements calculés, ils mélangèrent le contenu du flacon à un morceau de viande trouvé dans une poubelle voisine et le placèrent stratégiquement sur le chemin du chat. La faim, conseillère traîtresse des infortunés, ne permit pas au félin de se méfier de l'offre inattendue. En quelques minutes, le poison commença à agir. Les spasmes violents qui s'emparèrent du petit corps de l'animal provoquèrent des rires parmi les jeunes qui observèrent la scène comme les spectateurs d'un spectacle macabre. Le chat noir, se tordant d'agonie sur le sol sale de la ruelle, émettait des miaulements douloureux qui résonnaient contre les murs de briques apparentes. Satisfaits de leur blague, les garçons s'éloignèrent en discutant de la prochaine, cible de leur cruauté gratuite, laissant derrière eux un être vivant luttant contre la mort. À ce moment précis, de l'autre côté de la place, le sergent Alain Dubois effectuait sa patrouille de routine. À 48 ans, Alain portait sur son visage des marques profondes que le temps et les expériences avaient resculptées. Son uniforme impeccablement repassé et sa posture droite reflétaient son dévouement inébranlable à l'ordre, mais cachait un homme dont le cœur avait été endurci par des décennies de déception. Orphelin depuis l'âge de 5 ans, il avait grandi dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance, ASE, où il avait appris tôt que montrer ses émotions était un signe de faiblesse. Son choix pour la carrière dans la gendarmerie semblait naturel pour quelqu'un qui cherchait dans le strict respect des règles une façon de contrôler un monde qui lui avait toujours paru chaotique et injuste. Le son angoissé provenant de la ruelle attira son attention. Alain n'était pas particulièrement sensible aux animaux. En fait, il n'avait jamais eu d'animal de compagnie de toute sa vie d'adulte. Mais quelque chose dans ce miaulement désespéré perça ses défenses. Peut-être était-ce le lointain souvenir d'un chat qu'une de ses familles d'accueil temporaires avait eu. Peut-être était-ce simplement son sens du devoir. Quelle que soit la raison, ses pas fermes le conduisirent sur les lieux. La scène qu'il découvrit provoqua une réaction viscérale qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le chat, convulsant tandis qu'une écume blanche se formait autour de sa gueule, luttait pour chaque respiration. Pendant un instant fugace, Alain se vit dans cet animal sans défense, luttant seul, contre des forces plus grandes que lui, sans personne pour témoigner de sa douleur. « Saloperie !» s'exclama-t-il entre ses dents, s'agenouillant rapidement. Sans réfléchir à 2 fois, il retira sa veste d'uniforme et enveloppa soigneusement l'animal tremblant. Le contact avec la créature souffrante provoqua une connexion instantanée et inexplicable, comme si l'abandon qu'ils connaissaient tous deux créait un langage silencieux entre eux. Avec le chat fermement maintenu contre sa poitrine, Alain courut vers sa voiture de patrouille garée près de la place. La radio crépita lorsqu'il communiqua à la centrale qu'il devait s'absenter pour une urgence. Ignorant les questions de son supérieur sur la nature de la situation, il éteignit l'appareil et accéléra en direction de la clinique vétérinaire de garde située à la sortie de la ville. Les 15 minutes de trajet parurent une éternité. Le chat, de plus en plus affaibli, avait cessé de se débattre, mais ses yeux mi-clos maintenaient encore une étincelle de vie. Alain murmurait des mots d'encouragement qu'il n'aurait jamais pensé dire à un être vivant. « Tiens bon, mon gaillard, ce n'est pas comme ça que tu vas finir. Pas pendant ma garde. » Quand il se gara enfin devant la clinique, la respiration de l'animal était presque imperceptible. Il franchit la porte en trombe, effrayant la réceptionniste et les quelques propriétaires qui attendaient avec leurs animaux. « J'ai besoin d'aide immédiatement !»
Le chat a été empoisonné !» Sa voix, normalement contrôlée et professionnelle, portait une urgence rarement manifestée. La docteure Élise Moreau, vétérinaire de garde cette nuit-là, réagit instantanément en voyant l'état critique de l'animal. Avec des mouvements précis, elle prit le petit patient des mains du gendarme et l'emmena dans la salle d'urgence, criant des instructions à son équipe en chemin. Alain, soudain privé de la créature qui luttait dans ses bras quelques minutes plus tôt, se sentit étrangement déplacé. « Monsieur, j'ai besoin que vous m'informiez exactement de ce qui s'est passé », demanda la réceptionniste, s'approchant avec un formulaire. « Êtes-vous le propriétaire de l'animal ?» La question le prit au dépourvu. Propriétaire. Il pouvait à peine expliquer pourquoi il était là, pourquoi il avait interrompu sa patrouille pour sauver un simple chat des rues. « Non, je l'ai trouvé comme ça. Je pense qu'il a été empoisonné délibérément. » Pendant les 3 heures suivantes, Alain resta dans la salle d'attente, incapable de retourner à sa ronde comme si de rien n'était. Il appela la centrale, inventa une histoire d'enquête sur une dénonciation anonyme et continua d'attendre. Les autres clients de la clinique allaient et venaient, jetant des regards curieux aux gendarmes en uniforme, dont le visage tendu trahissait une profonde préoccupation. Quand la docteure Moreau apparut enfin, son expression était grave, mais pas désespérée. « Nous avons réussi à le stabiliser, mais la situation est encore critique. Les prochaines 72 heures seront décisives. D'après les symptômes, nous suspectons un mélange toxique contenant de l'antigel, quelque chose malheureusement courant dans les cas d'empoisonnement intentionnel. Va-t-il se rétablir complètement ?» demanda Alain, surpris par sa propre anxiété pour la réponse. Le regard de la vétérinaire s'adoucit. Il est impossible de le prévoir avec certitude. Le poison a affecté son système neurologique. Même s'il survit, il aura probablement des séquelles permanentes, notamment liées à la coordination motrice et à l'équilibre. Alain acquiesça, absorbant l'information avec la même stoïcité qu'il manifestait en recevant des nouvelles sur des cas difficiles dans son travail. Il paya la compte initiale pour le traitement, laissa son numéro de téléphone personnel pour contact et retourna à contre-cœur au travail. Pendant les 3 jours suivants, une étrange routine s'installa. Alain effectuait son service avec l'efficacité habituelle. Mais pendant ses pauses et après le travail, il se rendait à la clinique vétérinaire. Il s'asseyait à côté de la cage de récupération où le petit félin, maintenant connecté à des tubes et des moniteurs, luttait silencieusement pour sa vie. Il parlait peu, observait simplement, comme si sa présence pouvait d'une manière ou d'une autre transmettre de la force à l'animal affaibli. Ses collègues de la gendarmerie remarquèrent le changement subtil dans son comportement. Dans une profession où la dureté était souvent confondue avec la compétence, l'apparente faiblesse d'Alain pour un simple chat des rues devint un sujet de commentaires au vestiaire. « Je eus boire ramolli. Je n'aurais jamais cru voir le jour où notre sergent de fer pleurerait pour un chat », commenta l'un des nouveaux tout en nettoyant son arme. « Il a dépassé l'âge de la retraite. Quand on devient trop vieux, on commence à ressentir le besoin de compagnie », répondit un autre, provoquant des rires généralisés. Alain entendait tout en silence, son expression impénétrable masquant le tumulte intérieur qu'il ne comprenait pas complètement lui-même. Pourquoi se souciait-il autant de ce chat? Peut-être parce que, comme lui, l'animal était seul au monde, luttant contre des injustices qu'il n'avait pas demandé à affronter. Le 4e jour, lorsque la docteure Moreau déclara que le chat était hors de danger, Alain prit une décision qui le surprit lui-même. Il signerait les papiers d'adoption. La vétérinaire tenta de le mettre en garde contre les défis auxquels il serait confronté. Il aura besoin de médicaments réguliers et de soins spéciaux. Les dommages neurologiques ont entraîné une démarche instable, presque comme s'il était constamment ivre. Il existe des foyers spécialisés pour les animaux ayant des besoins particuliers qui pourraient... « Je le prends », interrompit Alain, sa voix n'admettant aucune contestation. « J'ai assez de place. » Cette nuit-là, en emmenant le chat dans son appartement au 3e étage d'un immeuble ancien près du centre, Alain affronta la réalité de sa décision. L'endroit, reflet parfait de sa personnalité, était organisé avec une précision militaire. Aucun objet hors de sa place, aucune couleur vibrante qui pourrait suggérer une vie au-delà de la simple existence. Les murs blancs n'affichaient
que ses diplômes de gendarmerie et quelques trophées de compétition de tir. Sur l'étagère, des manuels techniques et quelques romans policiers s'alignaient par ordre alphabétique. C'était le foyer d'un homme qui vivait pour l'ordre et la discipline. Posant délicatement le chat sur le sol, il observa l'animal chanceler de manière désordonnée, explorant le nouvel environnement avec prudence. Ses mouvements irréguliers rappelaient ceux d'un ivrogne tentant de garder l'équilibre. Mais il y avait une détermination émouvante dans chaque pas hésitant. « Il faut que je te donne un nom », murmura Alain, tandis qu'il préparait un récipient d'eau et un autre, avec les croquettes spéciales recommandées par la vétérinaire. Il pensa à sa dernière demande de promotion refusée, à l'ironie d'avoir suivi toutes les règles pendant toute sa carrière pour être finalement écarté au profit d'autres, ayant de meilleures relations politiques. « Je vais t'appeler sergent. On dirait que nous sommes tous les deux bloqués à ce grade. » Les premiers jours de cohabitation furent un choc pour les deux. Alain, habitué à la solitude et au silence, devait maintenant adapter ses horaires rigides aux besoins de l'animal. Sergent, de son côté, se montrait têtu et méfiant. Peut-être un reflet des mauvais traitements subis dans la rue. Les séances de médication se transformaient en véritables batailles, le chat se cachant dans les coins les plus inaccessibles de l'appartement dès qu'il percevait l'approche de son tuteur avec les médicaments. Un matin particulièrement difficile. Après avoir passé près d'1 heure à essayer d'administrer l'anticonvulsivant prescrit, Alain entendit frapper à la porte. Irrité par l'interruption, il l'ouvrit brusquement pour trouver Monsieur Bernard, un homme de 70 et quelques années qui habitait l'appartement voisin. Ancien professeur de chimie à la retraite, il était connu dans l'immeuble autant pour son érudition que pour ses excentricités. « Bonjour, sergent Dubois, pardonnez l'intrusion. Mais j'ai entendu l'agitation et j'ai pensé que vous pourriez avoir besoin d'aide. Je vois que vous avez adopté un compagnon. » Le regard du vieil homme tomba sur Sergent, qui observait la scène de loin, encore hérissé par la poursuite précédente. Alain était sur le point de décliner l'offre lorsque le vieil homme ajouta « Vous savez, j'ai travaillé avec des félins lors d'une recherche à l'université. J'ai eu une certaine expérience pour les persuader de coopérer. » Réticent mais désespéré, Alain permit au voisin d'entrer. À sa grande surprise, M. Bernard n'essaya pas d'attraper le chat comme il l'avait fait. Au lieu de cela, il s'assit par terre à une distance respectueuse et commença à parler d'un ton mélodieux, presque chuchoté. Progressivement, Sergent s'approcha, curieux. Avec des mouvements délicats qui semblaient une chorégraphie répétée, le vieil homme réussit à administrer le médicament sans aucune résistance. « C'est une question de langage corporel et de patience », expliqua-t-il en se relevant lentement. « Les félins sont des créatures sensibles aux énergies. Ils ressentent notre anxiété et y répondent. » Avant qu'Alain ne puisse remercier convenablement, M. Bernard mentionna quelque chose qui allait complètement changer le cours des événements. De plus, je connais quelques préparations naturelles qui peuvent compléter le traitement conventionnel. J'ai appris cela auprès de descendants de bergers lorsque j'enseignais dans les Cévennes. Des plantes qui renforcent le système nerveux et aident à la récupération neurologique. Le gendarme, éduqué selon les principes de la science moderne et sceptique par nature, faillit rejeter immédiatement la suggestion. Cependant, la vue du chat encore chancelant, luttant pour accomplir des actions de base comme monter sur le canapé, le fit reconsidérer. « Quel genre de préparation serait-ce » demanda-t-il, gardant un ton neutre pour masquer sa méfiance. Au cours des semaines suivantes, un partenariat improbable se forma entre le gendarme rigide et le professeur à la retraite. Des herbes soigneusement sélectionnées étaient préparées selon des méthodes ancestrales et administrées en complément des médicaments conventionnels. Alain, toujours méthodique, tenait un journal détaillé enregistrant chaque changement dans le comportement de Sergent. À sa surprise et à son soulagement, l'état du chat commença à s'améliorer considérablement. Bien que sa démarche soit encore instable, Sergent faisait preuve de plus de fermeté et de coordination chaque jour. La routine de l'appartement se transforma subtilement. Les horaires restaient précis, mais accommodaient désormais les besoins d'un second être vivant. L'espace autrefois immaculé commença à contenir des jouets pour chats disséminés,
stratégiquement, de petites concessions au désordre qui auraient été impensables auparavant. Au 3e mois après l'empoisonnement, la traditionnelle fête patronale, le plus grand événement culturel de la petite ville, mobilisait tous les habitants. Des stands colorés occupaient la place centrale. L'odeur des spécialités locales imprégnait l'air et des musiques traditionnelles résonnaient dans les rues décorées de guirlandes. Alain, qui évitait normalement les foules lorsqu'il n'était pas de service, se surprit à envisager l'idée d'emmener Sergent découvrir le festival. Ce serait bon pour sa socialisation, se justifia-t-il à lui-même, tout en installant le chat dans la caisse de transport. L'exposition à différents stimuli peut aider à sa récupération neurologique. La vérité, qu'Alain n'hésitait à admettre, était qu'après des mois d'isolement auto-imposé, il ressentait une étrange envie de participer à nouveau à la vie communautaire. Sergent deviendrait son excuse parfaite. L'arrivée du gendarme à la fête avec un chat suscita une curiosité immédiate. Des enfants s'approchaient pour voir l'animal, des personnes âgées souriaient en reconnaissant l'homme habituellement. Si sérieux portant maintenant une caisse de transport décorée d'autocollants de pâte, cadeau de Monsieur Bernard, qu'Alain n'avait pas eu le courage d'enlever. « C'est vrai que vous l'avez sauvé après un empoisonnement, sergent Dubois ?» demanda une fillette d'environ 8 ans, ses yeux brillants d'admiration. Alain se sentit mal à l'aise face à cette attention soudaine. « Oui, il a eu de la chance. J'étais au bon endroit au bon moment. » Ce fut lors de cette interaction que la confusion commença. Les cris désespérés d'une femme déchirèrent l'atmosphère festive. « Mon fils, je ne trouve pas mon fils. Quelqu'un a vu Lucas. » 5. Ce t-shirt vert avec un dinosaure. Instinctivement, Alain posa la caisse de transport par terre pour aider à la recherche de l'enfant disparu. Au moment où il se tourna pour parler à la mère paniquée, il ne remarqua pas que le loquet de la caisse n'était pas complètement fermé. Sergent, sentant l'agitation, poussa la petite porte avec sa tête et s'échappa. « Merde !» s'exclama Alain en remarquant la fuite. Partagé entre aider à la recherche du garçon et récupérer son chat, il ressentit un moment de panique authentique. Sergent, encore avec des difficultés motrices, pourrait facilement être piétiné dans la foule ou se perdre définitivement. Ce qui se passa ensuite entrerait dans le folklore local. Sergent, titubant entre les jambes d'adultes confus, se dirigea résolument vers un stand d'artisanat, apparemment abandonné au fond de la fête. Alain, suivant la trace des exclamations, surprise des gens qui remarquaient le chat déséquilibré, arriva à temps pour voir Sergent disparaître sous la bâche de la structure. Se baissant pour récupérer l'animal, Alain entendit un petit sanglot. Là, caché entre des caisses de marchandises et couvert par un morceau de tissu coloré, se trouvait le garçon perdu, Lucas, serrant ses genoux et tremblant de peur. Sergent s'était blotti à côté de l'enfant, ronronnant comme s'il essayait de le réconforter. « Bonjour Lucas, ta maman te cherche », dit Alain doucement, utilisant le ton qu'il avait appris à utiliser avec Sergent quand le chat était effrayé. « On dirait que tu as rencontré mon ami Sergent. » Le garçon, essuyant ses larmes avec ses petites mains, esquissa un petit sourire. Il fait un bruit de petit tracteur. Quelques minutes plus tard, quand Alain émergea du stand portant à la fois le garçon et le chat, il fut accueilli par les applaudissements émus de la foule qui s'était formée. La mère de Lucas, entre larmes de soulagement, ne cessait de remercier. Quelqu'un cria « Le chat du sergent Dubois a retrouvé le petit ». La nouvelle se répandit rapidement aux 4 coins de la petite ville, grandissant et s'embellissant comme « cela n'arrive que dans les communautés où tout le monde se connaît ». En quelques jours, l'histoire du « chat détective » s'était transformée en légende urbaine locale. Les enfants dessinaient Sergent avec des capes de super-héros. Les commerçants demandaient à Alain quand il passait en patrouille « Où est votre partenaire félin, Sergent ?» Pour un homme qui avait toujours valorisé l'anonymat et la discrétion, la soudaine notoriété était déconcertante. Cependant, Alain ne pouvait nier que quelque chose changeait en lui. Les murs soigneusement construits au fil des décennies commençaient à présenter de petites fissures. Ce fut pendant cette période que Madame Leclerc, veuve respectée de l'ancien capitaine de gendarmerie de la ville, le chercha après son service. Avec ses 80 ans bien vécus et une lucidité enviable, elle était une figure matriarcale dans la communauté, dont l'opinion pesait plus que de nombreuses lois écrites. « Sergent Dubois, pardonnez-moi l'intrusion.
Mais j'ai besoin de votre aide, déclara-t-elle, s'asseyant sur la chaise en face du bureau d'Alain dans la gendarmerie presque vide. C'est à propos de mon petit-fils, Gabriel. Gabriel Martin, 17 ans, avait perdu son père, fils unique de Madame Leclerc, dans un accident de voiture 3 ans auparavant. Depuis lors, il était devenu de plus en plus rebelle et distant. Récemment, il avait commencé à sécher les cours et à rentrer à la maison avec une haleine de cigarettes et occasionnellement d'alcool. « J'ai trouvé ça dans la poche de sa veste », dit la dame, posant sur la table un petit flacon vide, similaire à celui qui avait contenu le poison administré à Sergent. Quand je l'ai questionné, il est devenu agressif, a dit que je ne comprenais rien à sa vie. Alain sentit un frisson de reconnaissance. L'instinct de gendarme, combiné au souvenir de l'animal agonisant dans la ruelle, envoya des signaux d'alerte qu'il ne pouvait ignorer. Analysant soigneusement le flacon, il remarqua des résidus d'une substance similaire à celle que la vétérinaire avait identifiée dans le système de Sergent. « Madame Leclerc, je vais vous aider, mais j'ai besoin que vous compreniez. Si votre petit-fils est impliqué dans des activités illégales, en particulier l'empoisonnement d'animaux, il y aura des conséquences. » La vieille dame acquiesça gravement. « Je comprends parfaitement, sergent. Si Gabriel a fait quelque chose de mal, il doit apprendre sa leçon. Mais je crois aussi qu'un jeune ne doit pas être défini par ses erreurs, mais par la façon dont il choisit de les corriger. » Ces mots résonnèrent profondément en Alain. Combien de jeunes avait-il arrêtés au fil des ans, sans jamais remettre en question les circonstances qui les avaient conduits au crime? Combien d'opportunités de rédemption avaient été refusées au nom de l'application froide de la loi? Dans les jours suivants, Alain commença une enquête discrète. Il découvrit que Gabriel fréquentait le même groupe responsable de l'empoisonnement de Sergent. Des jeunes majoritairement issus de familles déstructurées, dirigés par Mathieu, fils d'un conseiller municipal influent, Monsieur Durand, connu pour régler les problèmes de ses amis et soutien politique. Au lieu de confronter directement les adolescents ou de les arrêter, comme il l'aurait fait sans hésitation quelques mois plus tôt, Alain conçut une approche différente. Utilisant ses contacts à la mairie et le capital de sympathie, récemment acquis grâce à la renommée de Sergent, il proposa un programme éducatif dans les écoles sur le respect des animaux et la responsabilité communautaire. Le projet Sergent, comme il fut baptisé, invitait les élèves de tous âges à interagir avec le chat désormais célèbre, tout en apprenant les conséquences de l'abandon et des mauvais traitements envers les animaux. Alain, surmontant son aversion à parler en public, racontait l'histoire de comment il avait trouvé le félin empoisonné et comment l'expérience avait transformé sa perspective sur la compassion et la seconde chance. Lors d'une de ses présentations à l'école où Gabriel étudiait, Alain remarqua quelque chose de curieux. Sergent, normalement sociable lors de ces événements, commença à agir étrangement. Ses poils se hérissèrent et il semblait déterminé à s'éloigner de certains élèves, précisément du groupe dirigé par Mathieu. Après la séance, alors qu'il rangeait le matériel éducatif, Alain observa Sergent s'approcher d'un sac à dos oublié et manifester le même comportement agité. Intrigué, et s'assurant qu'il était seul, il examina le contenu. Entre les livres et les cahiers, il trouva un petit flacon identique à celui que Madame Leclerc lui avait montré. L'hypothèse se forma instantanément dans son esprit entraîné. Sergent avait développé une sensibilité particulière à la substance qui avait failli le tuer. L'expérience traumatisante avait abouti à une capacité inhabituelle à détecter le composé chimique par l'odorat. Consultant la docteure Moreau et Monsieur Bernard, Alain confirma qu'un tel phénomène, bien que rare, était scientifiquement plausible. Certains animaux survivant à des empoisonnements développaient une hypersensibilité aux substances toxiques, comme un mécanisme évolutif de défense. Cette découverte ouvrit un nouveau chapitre dans le partenariat entre l'homme et le chat. Avec les conseils du professeur de chimie et l'autorisation spéciale du commandant de la gendarmerie, le commandant Mercier, qui avait initialement ri de l'idée, mais avait ensuite assisté à une démonstration convaincante, Alain commença à entraîner Sergent comme un détecteur non officiel. Le félin apprenait à signaler lorsqu'il identifiait certaines substances chimiques, recevant des friandises en récompense.
Le 5e mois après le sauvetage marqua l'apogée de la transformation communautaire, initiée par cette rencontre fortuite dans la ruelle. Pendant la fête estivale traditionnelle, un événement qui attirait des visiteurs des villes voisines et réunissait des plus jeunes aux plus âgés dans des célébrations s'étendant sur une semaine entière, Alain et Sergent patrouillaient informellement sur les lieux. Le climat festif, avec des feux de joie crépitants illuminant la nuit tandis que des couples exécutaient des danses folkloriques au son des accordéons et des triangles, fut soudainement interrompu lorsque plusieurs personnes commencèrent à se sentir mal presque simultanément. La première hypothèse fut une intoxication alimentaire, mais la vitesse et la gravité des symptômes suggéraient quelque chose de plus sérieux. Alain, qui passait près du stand de nourriture d'où provenaient les victimes, remarqua le comportement agité de Sergent. Le chat, qui se reposait confortablement dans son panier adapté avec des roulettes, une solution créative de M. Bernard pour faciliter sa locomotion sur de plus longues distances, commença à montrer les signes caractéristiques indiquant la présence de la substance chimique qu'il avait appris à détecter. Suivant son instinct et les indications du félin, Alain identifia la contamination accidentelle dans une marmite spécifique de confiture de lait. Un fût de produits chimiques, de nettoyage industriel avait été incorrectement recyclé pour stocker des ingrédients. Grâce à la détection précoce, le nombre de personnes touchées fut limité et toutes se rétablirent complètement après un traitement hospitalier.